Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où nous allons voir ensemble les guides complets sur l'authentification des applications web tout en nous basant sur la technologie Node.js et Express. À la fin de cette série, nous réaliserons cette application web qui sera implémentée de deux manières, à la fois avec l'authentification basée sur la session, mais aussi avec l'authentification basée sur les tokens avec la technologie JSON Web Token. Lorsque l'utilisateur lance l'application, il peut voir tous les cours disponibles, bien qu'il ne soit pas encore connecté. Mais ici, il ne peut pas suivre un cours. Lorsqu'il essaie de cliquer sur « Suivre les cours », aussi longtemps qu'il n'est pas encore connecté, il ne peut pas avoir accès à cela. D'où l'application le redirige directement vers la page de connexion pour se connecter. Là, il peut renseigner ses coordonnées de connexion, l'adresse mail, ainsi que les mots de passe. Lorsque je valide, il est connecté et redirigé directement vers la page d'accueil. Comme vous pouvez le voir ici, maintenant l'utilisateur Louis Moussole est connecté et désormais, étant connecté, il peut maintenant suivre un cours. Ici, par exemple, lorsqu'il clique sur « Suivre les cours » pour ce cours, là, l'application le redirige sur cette page où il a maintenant accès au contenu du cours. Il peut toutefois se déconnecter et être dirigé vers la page de connexion. S'il arrive que l'utilisateur n'a pas de compte, il peut en créer un en cliquant sur ce lien ici. Et dans ce formulaire, renseigner le nom, l'adresse mail, puis les mots de passe. Et lorsqu'il clique sur inscription, et là directement, il est redirigé vers la page d'accueil et est automatiquement connecté avec tous les accès possibles. Voilà ce que nous réaliserons à la fin de ce cours, très chers aimables passionnés développeurs. Pour y arriver, et surtout pour bien assimiler la thématique sur l'authentification des applications web, nous allons structurer ce cours comme suit. Nous verrons d'abord c'est quoi l'authentification d'une manière générale. Dans cette session, nous présenterons la nuance qu'il y a entre l'authentification ainsi que l'autorisation. Nous verrons les différents moyens d'authentification des applications web, ce qui nous permettra de voir un peu en profondeur l'authentification basée sur la session. Là, nous tâcherons à comprendre c'est quoi un cookie comparativement à une session, lesquels concepts on aura besoin à comprendre pour implémenter un système d'authentification basé sur la session avec les modules Express Session. Après ça, nous verrons un autre moyen d'authentification des applications web qui est l'authentification basée sur les tokens avec la technologie JSON Web Token. Nous tâcherons ici à comprendre c'est quoi les JSON Web Token, comment ça marche, ce qui nous permettra aussi d'implémenter un système d'authentification basé sur les tokens avec les modules JSON Web Token. Pour bien vous lancer dans ce cours, vous devriez déjà avoir des connaissances sur les langages de programmation JavaScript, surtout sur la gestion des opérations asynchrones, des connaissances sur Node.js et Express, surtout bien comprendre la notion de middleware. Vous trouverez en description les liens vous amenant vers ces ressources parce que nous avons déjà sur notre chaîne des vidéos relatifs, que ce soit sur JavaScript, que sur Node.js et Express. Bien, vous trouverez déjà les codes sources de ce que nous allons faire sur GitHub sur ces liens où vous remarquerez que notre répertoire en ligne est constitué de 3 branches. Nous avons la branche projet initial qui va constituer notre point de départ de ce que nous allons faire, que ce soit pour le développement de l'application avec les systèmes d'authentification basés sur la session, que pour l'application avec les systèmes d'authentification basés sur les tokens. Nous avons aussi la branche session authentification où l'on retrouvera les codes sources finales où nous avons implémenté les systèmes d'authentification basés sur la session. Mais aussi, nous avons la branche projet JWT authentification. On y retrouve les codes sources finales où nous avons implémenté les systèmes d'authentification basés sur les tokens. Nous allons commencer à télécharger les codes sources de la branche projet initial. Je vais extraire les fichiers zip et coller ces dossiers au bureau et l'ouvrir avec l'invite de commande pour ensuite l'ouvrir dans Visual Studio Code grâce à la commande code espace point.
Bien, on y est déjà. On y retrouve toutes les ressources avec lesquelles nous allons travailler avec. Nous avons les fichiers HTML dans le répertoire Views. Nous avons les différentes images que nous aurons besoin, les styles. Notez que j'ai utilisé le framework Bootstrap pour les styles, ce qui nous a permis cette fois-ci d'avoir en quelque sorte de belles interfaces. En tout cas, j'avoue que CSS m'ennuie considérablement. Mais avec le framework Bootstrap, on s'est un peu amélioré. Nous avons aussi à ce niveau une vidéo. Bon, on n'a pas voulu vraiment surcharger les répertoires. Tous les cours pointeront vers cette même vidéo. Nous avons aussi les fichiers app.js où on retrouve le code minimal pour mettre en place notre serveur Node.js. Vous pouvez remarquer que nous avons utilisé les moteurs de visualisation EJS pour la rendue de nos pages web, où la configuration avec Express a été faite à ce niveau. Nous avons aussi défini les dossiers publics comme statiques à ce niveau. Nous avons ces routes ici qui envoient la page index avec les données sur les cours qu'on a tirées du fichier data.js. Comme vous pouvez le voir, les fichiers data.js exportent deux tableaux. Les tableaux courts dans lesquels on retrouve les objets courts avec tous ces éléments. Nous avons aussi les tableaux utilisateurs avec les objets utilisateurs comme suit. En tout cas, nous avons voulu rendre les choses faciles. On n'a pas vraiment utilisé une base de données, juste ces tableaux des objets JavaScript. Bon, ce qui permet à l'application de conserver les données juste lors de l'exécution de l'application. En tout cas, l'application que nous allons créer, c'est juste une application pour illustrer comment mettre en place un système d'authentification pour votre application. Si vous travaillez sur une application sérieuse, n'hésitez pas à intégrer une base de données MongoDB, MySQL, pour ne citer que cela. Dans app.js, ces routes ici, comme je l'ai dit, envoient la page index.html avec tous les cours. Maintenant, dans index.html, nous avons récupéré les cours à ce niveau grâce au moteur de visualisation EJS, où nous avons parcouru les tableaux par la boucle for each. Et juste ici, nous avons inséré un partial, disons une partie du code HTML, par la méthode EJS include. Le nom du fichier à insérer, c'est cours item.html qui sera en train de recevoir un élément cours. Maintenant, dans cours item.html, vous pouvez voir que j'ai récupéré l'élément cours passé depuis index.html à ce niveau, où j'ai pu récupérer la propriété lien thumbnail ainsi que les titres. C'est vraiment cool. Bien, toujours dans index.html, vous pouvez aussi remarquer que j'ai inséré toujours par include le fichier header.html à ce niveau, ainsi que footer.html à ce niveau. En tout cas, on n'y retrouve pas grand-chose. Toujours dans app.js, nous avons ces routes qui envoient respectivement les fichiers connexion.html, inscription.html et lecture vidéo.html. Et juste à la fin, l'application tourne au port 4001. Bien, je vais essayer d'exécuter l'application sur la console. Ici, avant d'exécuter l'application, je dois d'abord installer tous les modules nécessaires pour cette application. Comme vous pouvez le remarquer dans les fichiers package.json, nous avons tous ces modules ici, Express, EJS, qui doivent être installés. Pour ce faire, je vais exécuter la commande npm install. Bien, tous les modules sont installés. Déjà, vous pouvez voir que nous avons maintenant le dossier Node module. Là, ça marche. Je vais essayer maintenant d'exécuter l'application par nodemon app, puis valider. Ça marche. Au fait, si vous n'avez pas nodemon installé dans votre ordinateur, vous pouvez utiliser la commande traditionnelle node espace app. Ça marchera toujours. Bien. Dans les navigateurs, aux routes racines, localhost au port 4000, on peut voir la liste des cours. Lorsque je clique sur suivre les cours, on peut voir la vidéo en lecture. Lorsque je clique sur déconnexion, je suis dirigé vers la page connexion.
Et une fois que je clique sur ce lien pour créer un compte, ça marche, la page inscription s'affiche. Tout marche parfaitement à ce niveau, mais on n'a pas encore implémenté quoi que ce soit sur l'authentification ou encore sur la protection des routes. C'est ce qui fera l'objet de nos prochaines vidéos. Déjà, je crois qu'on est déjà prêt pour nous lancer dans cette aventure d'apprentissage afin de mettre en place un système d'authentification pour cette petite application. Ce qui fait même l'objet de ce cours. C'est tout pour cette partie, très chers développeurs. Rendez-vous déjà à la prochaine vidéo que nous allons consacrer sur un aperçu général sur l'authentification. Du reste, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao. Bonjour très chers devs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur l'authentification des applications web avec la technologie Node.js et Express. Nous allons consacrer celle-ci à comprendre qu'est-ce que l'authentification, comment s'y prendre dans le contexte du web. Mais avant tout, essayons d'abord de comprendre ces deux concepts qui sont l'authentification ainsi que l'autorisation. L'authentification et l'autorisation sont des termes qui sont utilisés lorsqu'il s'agit de la sécurité de votre application, surtout quand il s'agit de donner accès au système. Qu'à cela ne tienne, il existe bel et bien une différence entre ces deux concepts. L'authentification est un processus qui permet de vérifier les informations de l'utilisateur en fournissant les coordonnées de connexion, généralement un nom d'utilisateur ou adresse mail, ainsi que les mots de passe, avant d'avoir accès au système. C'est-à-dire un utilisateur dont ses coordonnées de connexion, son email ainsi que son mot de passe sont stockés dans la base de données. Une fois il est soumis pour vérification, si ça match, et oui, c'est là que se limite l'opération d'authentification. Contrairement à l'opération de l'autorisation, qui consiste à un processus qui permet d'attribuer maintenant les accès aux ressources du système, soit les fichiers, certaines fonctionnalités, à un utilisateur déjà connecté. Pour réaliser cela dans une application web, nous devons d'abord comprendre comment le web fonctionne afin de bien cerner la manière de mettre en place un système d'authentification et d'autorisation pour une application web. Bien, qu'est-ce qui se passe lorsque votre ordinateur souhaite afficher une page web quelconque? Ce qu'on doit savoir ici est qu'une page web n'est ni plus ni moins qu'un fichier comme tant d'autres dont l'extension est .html. Normalement, pour ouvrir n'importe quel fichier au niveau de votre ordinateur, vous devez avoir ces fichiers au sein de votre ordinateur. Posons-nous maintenant cette question. Pouvons-nous dire que toutes les pages web qu'on affiche dans notre ordinateur sont des fichiers HTML qui se retrouvent dans notre ordinateur? La réponse est non. Ces différentes pages web se retrouvent ailleurs, dans un autre ordinateur qui se comporte ici comme un ordinateur serveur, tout simplement parce qu'il contient des ressources que d'autres ordinateurs ont besoin d'accéder. Maintenant ici, les ordinateurs qui accèdent aux ressources de l'ordinateur serveur sont appelés des ordinateurs clients. Mais remarquez, pour qu'il y ait une communication entre ces deux parties, à savoir l'ordinateur client ainsi que l'ordinateur serveur, il y a des contraintes qu'il faut bien remplir afin d'établir cette communication. La première, les deux ordinateurs, l'ordinateur client et serveur, doivent être dans un même réseau. Ici, généralement, on utilise le réseau Internet qui est le réseau de tous les réseaux. Deuxièmement, il faut un protocole de communication qui définit les règles de communication entre l'ordinateur client ainsi que l'ordinateur serveur. Ces deux parties doivent parler un même langage afin d'échanger les informations. Généralement, ici, le protocole utilisé est le protocole HTTP. Et troisièmement, du côté de l'ordinateur client, il faut un système applicatif, une application ou encore un logiciel qui interprète correctement les protocoles de communication HTTP par exemple. Et ces genres d'applications sont appelés des clients HTTP qui sont généralement les navigateurs web. Chrome, Edge, Mozilla Firefox, pour ne citer que cela. Et du côté ordinateur-serveur, il faut aussi un autre système applicatif ou une application ou un autre logiciel qui définit la logique de la manière dont les ressources se trouvant à la partie serveur doivent être envoyées à la partie client. Avec tout ceci réuni, l'ordinateur client se trouvant dans le même réseau avec l'ordinateur serveur peut envoyer une requête HTTP à partir d'un navigateur. Et lorsque le serveur reçoit une requête,
il envoie une réponse HTTP contenant la page web à l'ordinateur client. Et celui-ci, par le biais du navigateur, affiche le contenu de la page web. Maintenant, remarquez une chose ici, très chers développeurs. Les requêtes HTTP envoyées depuis l'ordinateur client sont stateless, c'est-à-dire sans état. Avec cet aspect, ça devient compliqué de savoir si telle requête se réfère à telle autre requête. Par exemple ici, lorsqu'un utilisateur est connecté pour accéder à ces données, comment le serveur pourra-t-il savoir qu'il s'agit du même utilisateur? En tout cas, ce n'est pas possible. Pour résoudre ce problème, on utilise soit les sessions ou encore on utilise le JSON Web Token pour permettre de rassurer l'authenticité, savoir à quoi est-ce que se réfère une requête HTTP. Déjà, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment implémenter l'authentification ainsi que l'autorisation en utilisant la session avec la bibliothèque Express Session. C'est tout pour cette partie, très chers développeurs. Rendez-vous déjà à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye. Très chers développeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre série de vidéos sur l'authentification des applications web avec Node.js et Express. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'une requête HTTP est stateless, c'est-à-dire si j'envoie une requête HTTP pour me connecter à notre application ici et que j'essaie de suivre la vidéo ici, qui est aussi une requête HTTP, sachant que je me suis déjà connecté, en tout cas le protocole HTTP est incapable de savoir s'il s'agit du même utilisateur qui s'est connecté. Pour dire, pour chaque requête HTTP, je serai obligé de m'authentifier pour avoir accès aux ressources, ce qui offre une très mauvaise expérience utilisateur. Nous avons dit toujours dans la vidéo précédente, pour pallier à cela, il faut soit utiliser la session côté serveur ou encore les tokens. Et dans cette vidéo, nous allons déjà apprendre comment mettre sur pied un système d'authentification basé sur la session. Bien, mais avant tout, essayons d'abord de comprendre qu'est-ce qu'une authentification basée sur la session et comment ça marche pour assurer une gestion d'authentification et d'autorisation pour une application web. Une session est une période délimitée pendant laquelle un utilisateur est en communication et réalise des opérations au service d'un logiciel ou d'une application. Comment ça se passe alors? Une fois l'utilisateur se connecte ou s'inscrit dans le système, que fait le serveur? Le serveur crée une session pour l'utilisateur connecté, stocke cette session toujours au niveau du serveur avec des informations pouvant identifier l'utilisateur. Puis, le serveur retourne une réponse au client avec l'ID de la session stockée au sein du serveur. Juste l'ID de la session. Cette ID de la session qui sera stockée au niveau du client HTTP, ici le navigateur, dans les cookies. Nous allons y revenir à la fin de cette partie. Mais retenons qu'un cookie est un petit texte en paire clé-valeur envoyé par un serveur HTTP à un client HTTP. Et maintenant ici, toutes les requêtes qui seront envoyées au client HTTP ici seront attachées de l'ID de la session qui se trouve déjà dans l'entête de chaque requête, précisément dans la propriété cookie. Et là, le serveur sera en train de checker à chaque requête si l'ID de la session provenant de la partie client est celui qui est stocké au niveau du serveur pour permettre de vérifier l'identité de l'utilisateur qui fait la requête afin d'envoyer une réponse au client avec l'état correspondant. C'est ce que nous allons faire, très chers aimables développeurs. Comprenez bien ceci, la session est stockée au niveau du serveur. Ensuite, le serveur qui envoie l'ID de la session au niveau du serveur, lequel ID sera stocké au niveau du cookie, qui est une propriété de l'objet header de la requête qui sera associé à toutes les requêtes qui seront ensuite envoyées. Cool, nous allons faire cela moyennant le module Express Session. Déjà, dans notre projet, je vais installer le module Express Session, npm install express-session comme suit. Ça marche. Ensuite, dans app.js, je vais déclarer à ce niveau une constante, const session, qui est égale à require. Et là, il s'agit du module Express
session. Et juste à ce niveau, je vais appeler un middleware par app.use et là-dedans, session. En paramètre, ça prend un objet qui représente les différentes options de la session qu'on souhaite créer ici au niveau du serveur. Parce que selon ce que nous avons dit précédemment, les données de la session ne sont enregistrées qu'au niveau du serveur et au niveau du client, c'est l'ID de la session qui est stocké. Ce que je vais définir premièrement, c'est le nom de la session par la propriété name. Ici, je vais mettre SID pour dire session ID. Bien. Je vais aussi définir la propriété resave qui permet de forcer le stockage de la session même quand la session n'a pas été encore modifiée lors de la requête. Par défaut, ça prend true, mais là, nous allons empêcher cela en définissant ici false. Je vais aussi définir la propriété save initialized qui permet de forcer le stockage de la session bien que celle-ci n'est pas encore initialisée. Par défaut, cette propriété prend la valeur true, mais nous allons empêcher cela en mettant false. Ensuite, la propriété secret qui est un secret utilisé pour signer les cookies qui permet d'identifier la session. Ceci ne doit pas être à la portée de tout ça, raison pour laquelle on ne doit pas même les mettre dans les répertoires du projet. Question de ne pas l'exposer une fois le projet est envoyé dans un hébergeur de code. Pour ce faire, je vais devoir installer le module .env qui nous permettra de charger les secrets de notre session dans les variables d'environnement des systèmes à l'exécution de cette application. Ainsi donc, npm install.env, ça marche. Je vais créer ensuite le fichier .env au répertoire racine comme suit. Et là-dedans, session secret qui est égal. Bon, au fait, je vais mettre cette chaîne de caractères comme suit. En tout cas, il faut mettre une chaîne de caractères très compliquée. Et maintenant, dans app.js, je vais d'abord importer les modules .env par require.env et là, directement appeler la méthode config qui va nous permettre de charger le contenu du fichier .env dans les variables d'environnement. Je vais récupérer alors les secrets à partir de la variable globale process.env. Il s'agit de la propriété session secret. Cool. Je vais faire la même chose pour le nom de la session. Ça sera ici. Session.env.sessionName. Maintenant, dans .env, je vais ajouter session name comme suit, que je vais définir SID. Cool. Dans app.js, toujours à ce niveau, je vais définir la dernière option ici, c'est la propriété cookie. Ça prend comme valeur un objet avec ses propriétés domaine. Pour préciser le domaine concerné par les cookies, on dit ici, si aucun domaine n'est signalé, le cookie sera appliqué au domaine courant. Je vais définir la propriété maxAge pour délimiter le temps d'expiration du cookie au niveau du client, qui est le navigateur. Je vais définir cela pour une semaine, pour signifier cela par 1000 millisecondes, que je vais multiplier par 60 secondes, que je multiplie par 60 minutes, que je vais multiplier par 24 heures, pour ensuite multiplier cela par 7 jours, étant donné qu'une semaine est constituée de 7 jours. Ceci retournera 7 jours en millisecondes. Bien, il y a aussi la propriété SameSite. Je vais l'ignorer. La propriété Secure. Je vais mettre ça à false. Si vous êtes en production, si vous êtes dans un environnement de production, c'est toujours mieux de définir cette propriété à true. Nous avons dit ça, il faut bien le comprendre, qu'une session est toujours stockée au niveau du serveur. Nous avons ici la propriété Store qui permet de définir quel stockage utiliser pour stocker notre session. Par défaut, lorsqu'on n'a pas assigné une valeur à cette propriété, ça prend comme valeur Memory Store, c'est-à-dire la mémoire RAM, qui n'est pas du tout adéquat pour un environnement de production. Dans l'environnement de production, il faudra songer à utiliser une autre stratégie de stockage.
Vous trouverez ici une liste non exhaustive des stratégies de stockage des sessions. Nous avons ici par exemple Connect Redis pour la base de données Redis, qui est ici le plus favori avec plus de 2000 étoiles. Nous avons Connect Mongo pour la base de données MongoDB, Express MySQL Session pour la base de données MySQL avec les pilotes MySQL pour Node.js, ainsi de suite. Pour ces projets illustratifs, nous n'allons pas définir cette propriété et considérer juste la valeur par défaut qui est la mémoire RAM du serveur. Tout est prêt pour notre session. Maintenant, ce que nous allons faire, ici nous avons déjà les routes qui nous permettent déjà de nous envoyer à la partie client les pages web index, connexion, inscription et vidéo lecture.html. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque j'exécute NodeMon App, dans le navigateur à cette URL, nous avons la page index. Lorsque je mets connexion, nous avons la page connexion. Lorsque je mets lecture, nous avons cette page. Lorsque je mets ici inscription, nous avons la page inscription. Tous les routes sont accessibles, aucune route n'est protégée. Comment allons-nous alors mettre un système d'authentification avec la session déjà définie au niveau du serveur? Maintenant, dans app.js, je vais afficher à ce niveau sur la console par console.log rec.session. Je vais enregistrer et recharger la page index. Sur la console, on peut voir notre objet session avec la propriété cookie. Nous avons la possibilité ici d'ajouter des propriétés personnalisées au niveau de l'objet session. Et ici, dans le contexte d'authentification, cette propriété de la session doit avoir été créée soit à la connexion ou à l'inscription de l'utilisateur. Disons qu'on a une propriété ID utilisateur qui a été ajoutée à la session lors de la connexion. Si l'on souhaite protéger les routes lecture vidéo à ce niveau, on peut faire les tests if rec.session.id utilisateur. Si cette propriété est chargée, c'est-à-dire que l'utilisateur s'est connecté, là, on envoie la page lecture vidéo. Dans le cas contraire, on renvoie l'utilisateur à la page de connexion. Bien, sachant que cette propriété n'est pas encore chargée jusque-là, je vais essayer d'accéder à la page lecture vidéo dans le navigateur. On peut voir que nous nous dirigeons directement vers la page de connexion. Mais si c'était true ici, je vais essayer de nouveau. Et oui, on accède à la page lecture vidéo. On va voir maintenant comment implémenter l'inscription des utilisateurs, ce qui va nous permettre aussi de définir une certaine valeur à la session de l'utilisateur inscrit. Toujours au niveau du serveur, bien, nous n'avons pas utilisé une base de données pour stocker les utilisateurs, nous avons juste simulé cela par un tableau d'objets littéral JavaScript, comme vous pouvez le voir dans data.js. Nous avons un objet exporté, ici utilisateur avec 2 utilisateurs par défaut. Ici, vous pouvez le voir, les mots de passe sont des textes bruts, ce qui n'est pas du tout une très bonne pratique de sauvegarder les mots de passe dans la base de données en texte brut. Une personne mal intentionnée peut tomber sur notre base de données les mots de passe des utilisateurs. Le mien ici, c'est de hasher les mots de passe, c'est-à-dire stocker dans un texte crypté au point que même si quelqu'un est tombé sur la base de données, il ne pourra pas dénicher ces mots de passe. La librairie qui va nous permettre de faire cela est la librairie Bcrypt. Je vais l'installer. Ici, npm install Bcrypt. Ça marche. Maintenant, pour les 2 utilisateurs déjà dans notre tableau, bien, au fait, ici, je vais importer le module Bcrypt par const Bcrypt qui est égal à require. Il s'agit du module Bcrypt. Je vais créer une variable ici dans laquelle je vais définir un mot de passe par défaut. Ça sera la variable var default hashed password. Et juste là, je vais créer les tableaux utilisateur, const utilisateur, que je vais initialiser par un tableau vide. Maintenant ici, le module Bcrypt supporte la syntaxe async await.
Ce que je vais faire, c'est de créer ici une fonction qui s'exécute automatiquement. Et là, la fonction en soi, c'est une fonction avec la syntaxe A5. C'est une fonction fléchée. Pour crypter un mot de passe avec le module bcrypt, nous avons besoin de ce qu'on appelle un salt. Ainsi donc, je vais créer une constante ici, const salt, qui est égale à await bcrypt.genSalt, que je vais mettre à 10. Bon, ça comprenez ça comme ça. Ensuite, ici, je vais définir le mot de passe par défaut qui est crypté et je vais l'assigner dans la variable que j'ai créée tantôt, default hashed password, qui est égal à await bcrypt.hash. Le mot de passe en texte brut que je ne souhaite pas envoyer dans la base de données, c'est 1, 2, 3, 4. Et en deuxième paramètre, je mets salt. Bien. Maintenant, je vais insérer dans les tableaux vides les différents utilisateurs. Ici, utilisateur.push en paramètre. Ce que je vais mettre, je vais copier ceci, que je vais coller à ce niveau. Et pour les mots de passe, ça sera default hashed password. Bien, je vais ajouter un autre élément dans ce tableau, toujours par utilisateur.push. Je vais copier de nouveau ceci. Le mot de passe, c'est toujours default hashed password. C'est cool. Et maintenant ici, l'objet qui sera exporté, c'est le tableau utilisateur tout court, avec les éléments utilisateurs dont les mots de passe sont bien cryptés. C'est génial. On va voir maintenant dans app.js, je vais afficher sur la console par console.log l'objet utilisateur du module data. Comme suit, je vais enregistrer et actualiser la page index. Sur la console, on peut voir les utilisateurs avec les mots de passe cryptés. La chaîne de caractères 1, 2, 3, 4 devient tout ceci. Waouh! C'est génial. Maintenant, dans app.js, je vais implémenter la logique pour inscrire un nouvel utilisateur. Mais d'abord, je vais importer le module bcrypt parce que le nouvel utilisateur, son mot de passe aussi doit être crypté. Ainsi donc, const bcrypt qui est égal à require, il s'agit du module bcrypt. C'est bien. Maintenant, juste à ce niveau, après le module get inscription, app. Il s'agit de la méthode ici post. Les routes ici, c'est inscription A5 parce que là dedans, je vais utiliser la syntaxe A5 await. A5 avec A5, la fameuse fonction avec la signature rec rs. En fait, ces routes sera appliquée au formulaire qu'on retrouve dans les fichiers inscription.html. Dans inscription.html, je vais ajouter l'attribut action. Les routes, c'est inscription. Et comme méthode, c'est bien post. Nous aurons besoin d'accéder au contenu de ce formulaire. Je vais ajouter à cet input l'attribut name à nom. Pour ceci, l'attribut aura comme valeur email. Et à cet input, je vais ajouter toujours l'attribut name avec comme valeur password. Ceci nous permettra d'extraire les données du formulaire depuis le serveur Node.js. Maintenant, dans app.js, là où nous implémentons notre serveur, je vais activer cela à ce niveau par app.use express et un paramètre URL encoded qui prend en paramètre un objet avec comme propriété extended dont la valeur est true. Ensuite, app.use express.json. Super. Rentrons alors au niveau de ces routes et nous allons récupérer les données du formulaire en déstructurant l'objet body
par const. Là, je vais récupérer le nom, l'email, le password, depuis l'objet rec.body. Alors ici, ce que je vais faire, c'est de tester si les noms, l'adresse et les passwords ont été bien renseignés par l'utilisateur. If nom et mail et password, si tout cela sont bien renseignés, là, qu'est-ce que je fais? Je vais tester si l'email de l'utilisateur existe déjà. Et là, en récupérant l'utilisateur dans la constante const utilisateur, qui est égal à utilisateur, il s'agit du tableau utilisateur ici, ça sera par la fonction SAM, qui prend en paramètre une fonction callback qui retourne l'utilisateur si celui-ci est retrouvé. Et là, la condition ici sera utilisateur.mail si c'est égal au mail fourni depuis le formulaire. Cool. Maintenant ici, si l'email que l'utilisateur a fourni au niveau du serveur n'existe pas, if not utilisateur, là, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, là, j'ai le faveur d'ajouter un utilisateur parce que je me suis déjà rassuré que son email n'existait pas dans notre base de données. Mais rappelez-vous, ici, on n'enregistre pas les mots de passe en texte brut. Pour ce faire, je vais créer la constante salt qui est égale à await bcrypt.genSalt. Je mets à 10. Const password to save, le mot de passe à stocker. Ça sera maintenant égal à await bcrypt.h. Là, c'est le mot de passe provenant du formulaire. Et en deuxième paramètre, je mets salt. Ici, j'ai maintenant les mots de passe à enregistrer dans la base de données. Je vais créer un objet à ce niveau, let nouvel utilisateur, qui est égal, bien, l'ID, je vais juste incrémenter la taille du tableau utilisateur, utilisateur.length, je vais incrémenter par 1. Ensuite, je mets les noms fournis depuis le formulaire ainsi que l'email. Et pour les passwords, je vais enregistrer les passwords cryptés, les mots de passe cryptés. Et ça se trouve dans la variable password to save. Bien, une fois cela prêt, je vais maintenant ajouter le nouvel utilisateur dans le tableau utilisateur en appelant depuis l'objet utilisateur la méthode push et en paramètre, je passe nouvel utilisateur. Bien, une fois l'utilisateur est déjà inscrit, parce que là, nous venons de l'ajouter déjà dans notre base de données, avant de l'orienter où que ce soit, nous devons ici ajouter une propriété personnalisée à la session telle qu'on l'a dit précédemment, qui représente la donnée même de l'utilisateur connecté. Ça sera donc ici rec.session.id utilisateur qui est égal au nouvel utilisateur. Et là, nous allons juste récupérer son ID. Et ensuite, ce que nous allons faire ici, l'application va retourner return res.randa et en paramètre, je mets index. Et s'il y a une erreur qui se présente quelque part, je vais rediriger les routes toujours par res.redirect aux routes inscription. En tout cas, s'il y a une erreur qui se présente au niveau de ces routes, l'application sera toujours à ce niveau de rediriger la page vers les routes inscription qui permet de retourner la page inscription. Bien. Je serai en train de faire aussi la même chose pour se connecter. Je vais ajouter une autre route à ce niveau. App. Aussi, c'est la méthode post. Les routes ici, c'est connexion A5. Tout simplement parce que je vais utiliser la syntaxe A5 await. Rec.res comme suit. Je vais récupérer ici l'email et les mots de passe. Toujours dans l'objet body. D'où, dans connexion.html, je vais définir l'attribut action à, les routes ici c'est barre inscription, et l'attribut méthode à post. Pour les inputs, je vais ajouter
les propriétés name, ici email et juste ici password comme suit. Maintenant dans app.js, const, je vais toujours déstructurer l'objet rec.body en récupérant l'email ainsi que le password qui est égal à rec.body. Je vais tester si l'email ainsi que les mots de passe ont été renseignés par l'utilisateur. If email et password, si c'est bien renseigné, qu'est-ce que je fais? Je vais tester si l'email fourni par l'utilisateur existe bel et bien. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Const utilisateur égale au tableau utilisateur. Et là, j'ai fait appel cette fois-ci à la méthode find qui prend en paramètre une fonction callback qui retourne l'utilisateur au cas où cette condition est vérifiée si tout simplement utilisateur.email est égal à l'email fourni par l'utilisateur au niveau du formulaire. Et dans cette même condition, je vais imbriquer une autre condition. Maintenant, si l'utilisateur a été trouvé dans la base de données, c'est-à-dire que l'utilisateur existe. Et là, remarquez bien ici, les mots de passe, nous devons aussi tester les mots de passe. Mais les mots de passe qui a été stocké dans la base de données est un mot de passe crypté. D'où je dois comparer les mots de passe saisis par l'utilisateur au niveau du formulaire aux mots de passe cryptés qui se trouvent dans la base de données. En tout cas, cela se fait toujours par le module bcrypt. Const valide password, en tout cas cette variable aura comme valeur true ou false. Et là, comment? Ça sera égal await au module bcrypt. Qu'est-ce que je vais faire ici? Cette fois-ci, je vais appeler la méthode compare. En paramètre, je mets les mots de passe fournis au niveau du formulaire ainsi que les mots de passe qu'on retrouve dans la base de données que je vais récupérer au travers de l'objet utilisateur en appelant la méthode password. Bien, cette fonction retourne une valeur booléenne. Et là, je vais faire une autre condition. If valide password, si la comparaison entre les mots de passe fournis au niveau du formulaire ainsi que les mots de passe cryptés stockés au niveau de la base de données est correcte. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je définis aussi comme on l'a fait lorsqu'on implémentait l'inscription. J'ai défini aussi une propriété personnalisée à la session. Toujours en appelant à l'objet rec, à l'objet session. La propriété personnalisée ici, c'est ID utilisateur, où je vais définir utilisateur.id. Et là, qu'est-ce que je fais ensuite? Je redirige l'utilisateur vers la page index. Comment? Par return res.render. Là, je mets index. Bien, comme vous pouvez voir ici, la page index est toujours envoyée avec l'objet court. Je vais définir ça aussi à ce niveau. Tout comme sur les routes inscription. Bien, revenons aux routes connexion. Au fait, si le mot de passe est incorrect, bon, normalement ici, on doit envoyer une page web encore disant que le mot de passe est incorrect. En tout cas, pour simplifier les choses, je vais juste afficher sur la console, console.log, mot de passe incorrect. Et aussi à ce niveau, si l'utilisateur n'existe pas, je devrais comme précédemment retourner une autre page web qui affiche ces messages. Bon, je vais juste afficher sur la console, console.log, utilisateur n'existe pas. Et juste ici, à ce niveau, s'il y a une autre erreur qui se présente, je serai en train de rediriger l'application vers la page de connexion. Rest.redirect, les routes qui retournent cette page, il s'agit des routes connexion. Maintenant, ici, la propriété ID utilisateur qu'on vient d'ajouter à l'objet session au niveau du serveur étant déjà définie, celle-ci va nous permettre maintenant de protéger les routes lecture vidéo. Si cette propriété de la session est chargée, c'est-à-dire l'utilisateur est déjà connecté, sinon, c'est-à-dire l'utilisateur n'est pas encore connecté. Et là, pas question pour lui d'afficher la page lecture vidéo. Comment allons-nous faire cela? Je vais créer à ce niveau un middleware que je vais affecter dans cette constante, const
protection route qui sera égal à cette fonction callback avec comme signature rec, res et next. Bien, ici, qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train de tester si la propriété personnalisée que nous avons définie à la session ID utilisateur est bien chargée. If not rec.session.id utilisateur, si ce n'est pas chargé, là, qu'est-ce que je serai en train de faire? Je serai en train de rediriger l'application vers la page de connexion en appelant l'objet REST, la méthode redirect, et là, je passe en paramètre le route connexion. Mais dans le cas contraire, là, qu'est-ce que je serai en train de faire? Je serai en train d'appeler la méthode next qui permet au prochain middleware de s'exécuter. Et juste ici, au niveau du route lecture vidéo, je vais ajouter ce middleware en deuxième paramètre, protection route. C'est-à-dire, ce sont d'abord les instructions se trouvant dans ce middleware qui vont s'exécuter d'abord avant que ces instructions ici ne s'exécutent. Je vais enregistrer les modifications et tester pour voir si ça marche. Dans le navigateur, je vais recharger cette page, puis essayer de cliquer sur suivre les cours. Et oui, vous pouvez voir que je suis automatiquement redirigé vers la page de connexion. Je vais essayer de me connecter avec un utilisateur qui existe déjà dans la base de données, louis@drcmind.com, et ici le mot de passe. Je vais valider, ça marche. Je vais maintenant essayer de cliquer sur suivre le cours. Et oui, parce que je suis connecté, je suis directement redirigé vers la page pour suivre les cours. C'est génial. C'est vrai, je suis connecté, mais nulle part à la partie client, c'est démontré que je suis connecté. Vous pouvez le remarquer ici au menu de navigation. Il y a cette flèche ici. Lorsque je clique dessus, bon, tout ce que vous voyez ici est codé en dur. Rien n'est dynamique ici. C'est ce que nous allons faire maintenant. Lorsque l'utilisateur est connecté, connaît ici le nom de l'utilisateur connecté ainsi qu'ici les liens pour déconnecter. Et dans les cas contraires, juste les messages connectés. En tout cas, ça sera cool. Maintenant, dans app.js, je vais ajouter un middleware ici qui sera exécuté ici avant que tous les autres routes de l'application ne s'exécutent. Raison pour laquelle je vais les mettre tout en haut. App.use avec comme signature rec, res et next. Ici, qu'est-ce que je serai en train de faire? Je vais déstructurer la propriété ID utilisateur de l'objet rec.session par const ID utilisateur qui est égal à rec.session. Maintenant, ici, je serai en train de tester si l'ID de l'utilisateur est déjà chargé. If ID utilisateur, qu'est-ce que je serai en train de faire ici? Je serai en train de stocker l'utilisateur dans une mémoire tampon. Ce sera à partir de l'objet, de la propriété locals de l'objet res. Res.locals est une propriété, un objet dans lequel on met les informations qu'on utiliserait un peu plus tard tout au long du cycle requête-réponse. Ainsi donc, res.locals, la propriété que je vais assigner ici, ça sera utilisateur, qui sera égal, là, je vais faire une requête, utilisateur.find, la fonction find retourne bien un utilisateur, mais sur base d'une condition. Là, ça sera l'utilisateur dont l'ID est égal à l'ID utilisateur. Mais ici, si l'ID utilisateur de la session n'est pas chargé, qu'est-ce qu'on sera en train de faire? On sera ainsi en train de définir l'objet next comme suit pour permettre tout simplement de passer au prochain middleware sans toutes ces informations sur l'utilisateur. Maintenant, à ce middleware qui envoie la page index au client, je serai en train de récupérer l'utilisateur chargé ou pas. Ici, ça sera par const utilisateur qui est une déstructuration de l'objet res.locals que nous avons défini tantôt. Tout juste ici, en plus du tableau court, je serai aussi en train de passer l'objet utilisateur comme suit. Je vais faire la même chose pour les routes qui envoient la page lecture vidéo en récupérant l'utilisateur par const utilisateur qui est égal à res.utilisateur.
Et juste ici, la page sera envoyée avec l'objet utilisateur. Normalement, lorsque l'utilisateur se connecte dans notre application ou quand il s'inscrit, selon la logique de notre application, le fichier index.html a besoin non seulement du tableau court, mais aussi de l'objet utilisateur. Ainsi donc, à ce niveau de route inscription, je vais envoyer la page index aussi avec l'objet utilisateur qui a comme valeur nouvelle utilisateur. Et aux routes connexion, envoyer en plus de l'objet court, l'objet utilisateur. Et maintenant, dans header.html, c'est dans ces fichiers où l'on retrouve la barre de navigation. À ce niveau, je vais utiliser la syntaxe EJS comme suit. Et là, je vais faire une condition if utilisateur, si l'utilisateur existe. Et là, je vais mettre ceci. Et juste à ce niveau, je serai en train de définir le nom de l'utilisateur, toujours par la syntaxe EJS, en mettant utilisateur.nom. Et dans cet autre élément, je vais définir un formulaire. L'action sera, les routes ici, c'est déconnexion. Bon, je ne l'ai pas encore défini. La méthode, c'est post. Et à l'intérieur, je vais mettre juste un bouton du type submit. Et la valeur sera ici de connexion. Maintenant, à ce niveau, si l'utilisateur n'existait pas, toujours par la syntaxe EJS, je vais mettre ici else, comme suit. Et là, qu'est-ce qui sera en train d'afficher au niveau de l'interface? Ce sera juste un lien qui sera en train de nous retourner la page connexion. Sera fait comme suit. Bien. Et directement dans app.js, je vais ajouter un nouveau route à ce niveau. app.post. Les routes ici, c'est déconnexion. Rec res. Là, qu'est-ce qui sera en train de faire si on fait appel à ce middleware? Il serait en train de détruire la session qui existe déjà en appelant à l'objet rec, à la propriété session, la méthode destroy comme suit. Ça prend paramètre une fonction callback avec comme paramètre error. S'il y a erreur, qu'est-ce que je fais? L'application va retourner ici la page index par res.random. Là, je mets index. Cette fois-ci seulement avec l'objet court. Et l'objet utilisateur sera undefined, tout simplement parce que l'utilisateur sera déjà déconnecté. Et s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce que je fais? J'appelle à l'objet res la méthode clear cookie. En tout cas, aux prochaines requêtes, il y aura plus de données qui seront envoyées à la partie client pour être sauvegardées dans les cookies. Et en paramètre, ce qu'il faut préciser, c'est le nom de la session. Maintenant, une fois le cookie sera déjà supprimé, qu'est-ce qu'il serait en train de faire? L'application sera toujours en train d'envoyer ici aussi la page index. Cool. Maintenant, dans index.html, à ce niveau où j'inclus les fichiers header.html, comme vous pouvez le voir dans header.html, j'ai utilisé l'objet utilisateur. Cet objet, je serai en train de le passer à ce niveau, utilisateur. Tout comme dans lecture vidéo.html, header sera inclus dans ce fichier avec l'objet utilisateur. C'est cool parce qu'il est remarqué dans app.js, aux routes qui envoient la page index, et il y a bel et bien l'objet utilisateur qui était envoyé avec. Tout comme à ce niveau où l'on envoie la page lecture vidéo. Voilà donc, je crois que nous avons mis en place un système d'authentification basé sur la session avec le module Express Session. Je vais enregistrer toutes les modifications. C'est en ordre. Je vais tester l'application dans le navigateur. Je suis redirigé vers la page de connexion. Je vais me connecter avec l'utilisateur dont l'adresse mail est louis@drcminds.com. Ça marche.
Lorsque je clique sur cette flèche, on peut voir l'utilisateur Louis Moussoli qui est connecté. Et juste en bas, un bouton pour se déconnecter. Je vais cliquer dessus pour me déconnecter, puis essayer de suivre un cours. Je n'ai plus accès tout simplement parce que je me suis déjà déconnecté. Bien, je vais tester la fonctionnalité inscription. En cliquant sur le lien inscrivez-vous, la page inscription s'affiche. Le nouvel utilisateur aura comme nom Alain Tacite. Comme adresse mail, ça sera alain@drcmind.com et les mots de passe. Ensuite, je vais cliquer sur inscription. Ça y est, je suis redirigé vers la page index. Voyons, lorsque je clique de nouveau sur cette flèche, et oui, désormais c'est l'utilisateur Alain Tacite qui est connecté. Étant connecté, je vais essayer de suivre un cours. Ça marche. Là, je peux suivre un cours sans aucun problème. C'est cool. Dans une architecture sans état du protocole de communication HTTP, nous avons pu, grâce à la session, de mettre en place un système d'authentification qui permet à notre application web d'identifier si telle requête HTTP se rapporte à un utilisateur donné. Comment ça s'est passé? Je vais d'abord me déconnecter. L'application me dirige vers la page d'accueil n'étant pas connectée et par conséquent, je ne peux pas accéder au contenu du cours. Et comme vous pouvez voir, clic droit, inspecter la page. Dans l'onglet Applications, je vais sélectionner Cookies. On n'y retrouve rien du tout. Je vais essayer de me connecter. Et oui, le serveur a créé une session en son sein et a envoyé juste l'ID de cette session ici au niveau du navigateur, lequel ID est stocké dans les cookies. Maintenant, pour chaque requête suivante, cette ID de cette session sera envoyée au serveur, le serveur qui sera toujours en train de vérifier s'il s'agit de la même session. Si c'est correct, là, le serveur saurait maintenant que l'utilisateur qui envoie cette nouvelle requête est le même utilisateur qui était déjà connecté sur le même navigateur. C'est vraiment génial. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette partie, très chers développeurs. S'il y a des questions, faites-les nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien, à la prochaine. Très chers devs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur l'authentification des applications web. Dans la partie précédente, nous avons vu comment mettre en place un système d'authentification d'une application web basée sur la session, ou pour protéger les routes ou permettre l'accès aux routes à l'utilisateur connecté. Lorsque l'utilisateur se connecte ou s'inscrit dans votre application, l'application crée une session contenant les informations sur l'utilisateur au niveau du serveur. Après la connexion ou l'inscription, l'application serveur envoie juste l'ID de la session au niveau de la partie client. Le client ici, le navigateur, stocke cette ID au niveau des cookies, ce qui permettra à toutes les requêtes associées à cet utilisateur déjà connecté d'être envoyées au serveur avec l'ID de la session y associée. Le serveur qui, à son tour, sera en train de vérifier l'authenticité de cet ID en provenance du client avec la session qu'on retrouve à la partie serveur pour donner ou non l'accès aux ressources demandées selon que la session a été vérifiée ou non. Maintenant, dans cette partie, nous allons utiliser un autre mécanisme pour mettre en place un système d'authentification, mais celle-ci sera cette fois-ci basée sur les tokens, en utilisant la technologie JSON Web Token. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un JSON Web Token? Un JSON Web Token est un objet JSON qui est utilisé pour transférer les informations entre deux parties sur le web de façon sécurisée. En plus de l'échange d'informations, il peut être aussi utilisé pour assurer un système d'authentification dans une architecture sans état, comme on l'a fait avec la session. Mais ici, à la différence avec Express Session, qui stocke la session au niveau du serveur, avec JSON Web Token, la session est stockée au niveau du client, le navigateur. Le token est constitué de l'entête,
header en anglais, qui inclut les types de l'algorithme utilisé pour générer les tokens. Ça ressemble à ceci. Ensuite, nous avons le payload, qui n'est rien d'autre que les données de l'utilisateur. Et enfin, nous avons la signature, qui est la clé secrète générée par les serveurs. Ces trois parties, lorsqu'on les combine, forment ce que l'on appelle un JSON Web Token, qui peut ressembler comme suit. Les trois parties, comme vous pouvez les voir, sont concaténées par les points. Comment alors le JSON Web Token peut implémenter un système d'authentification sur un protocole HTTP qui demeure sans état? Souvenez-vous, nous avons dit dans les parties précédentes que les requêtes HTTP sont stateless, sans état. C'est-à-dire, lorsque les clients se connectent par exemple, on peut lui donner accès à suivre une vidéo, mais qu'en est-il de la prochaine requête? Comment le serveur pourra-t-il identifier qu'il s'agit du même utilisateur qui s'est connecté tantôt? C'est vraiment un grand challenge. Parce qu'avec le protocole HTTP, il est vraiment incapable de s'en souvenir. C'est là aussi comme Express Session, le JSON Web Token vient à la rescousse. En fait, lorsque l'utilisateur envoie une requête au serveur pour se connecter ou s'inscrire à l'application, que fait le serveur? Le serveur crée les tokens et retourne une réponse avec les tokens à la partie client, qui est le navigateur. Maintenant, toutes les requêtes qui se réfèrent à l'utilisateur déjà connecté seront envoyées avec les tokens. À chacune de ces requêtes, le serveur sera maintenant en train de vérifier si le token correspond vraiment à la signature avec laquelle il a été créé. Si ça match, l'application vous autorise à accéder à la ressource. Voilà donc, très chers développeurs, ce que nous allons essayer de faire tout au long de cette vidéo. Nous allons partir avec le projet dans lequel nous avons implémenté le système d'authentification basé sur la session avec Express Session. Bien, dans notre projet, comme vous pouvez le voir dans package.json, nous avons déjà un tas de modules déjà installés. Pour cette partie de ce cours, j'aurai besoin de tous ces modules à part les modules Express Session. Je vais donc les désinstaller ici par la commande npm uninstall, et là je mets Express Session. Ça y est. Ensuite, je vais installer le package JSON Web Token par npm install JSON Web Token. Ça marche. Et maintenant, dans app.js, au lieu d'importer ici Express Session, je vais importer JWT par const JWT qui est égal à require. Et là, je mets JSON Web Token comme suit. Je n'aurai plus besoin de ce middleware pour initialiser la session au niveau du serveur. Maintenant ici, lorsque l'utilisateur s'inscrit, c'est-à-dire aux routes inscription de la méthode POST, à ce niveau, au lieu de tout ceci, je serai plutôt en train de créer les tokens ici par const token qui est égal à l'objet JWT, JSON Web Token, et là je vais faire appel à la méthode sign. Nous avons dit un peu avant qu'un token est constitué de l'entête, du payload, qui est même les données d'utilisateur, aussi de la signature. Là, je vais définir le payload, c'est-à-dire un objet avec comme propriété ID utilisateur. Là, je vais mettre nouvel utilisateur.id, l'attribut nom, et là, je mets email. Bien. En deuxième paramètre, je vais définir la signature. Il s'agit d'une clé qui se retrouvera au niveau du serveur. Sur base de quoi? De 1, le token sera créé. Et de 2, le token qui sera en train de provenir de la partie client, l'application sera en train de vérifier son authenticité. Je vais le cacher à la portée du projet en le définissant dans les variables d'environnement, dans les fichiers .env. Bon, je vais enlever tout ceci et créer la variable token key. Et là, je vais mettre cette chaîne de caractères un peu complexe. En tout cas, ça doit être complexe. Ensuite, je serai en train de le récupérer ici par process.env
index.token qui comme suit. Bien. Par la suite, je serai en train d'assigner les tokens au nouvel utilisateur par nouvel utilisateur.token qui est égal à token. Là, la page index sera envoyée au client avec l'objet utilisateur ayant la propriété token. C'est cool. Je serai en train de faire la même chose lorsque l'utilisateur se connecte. Je vais copier ceci et au niveau du route connexion, à ce niveau, au lieu de tout ceci, je vais plutôt coller ceci. Bien, ici, c'est utilisateur au lieu de nouvel utilisateur. .token. Bien. Maintenant, au niveau de ces middleware qui protègent les routes lecture vidéo, je vais enlever ceci et implémenter la logique pour JSON Web Token. Ici, lorsque l'utilisateur sera en train de cliquer sur lecture, des principes, selon ce qu'on a dit, l'application devra vérifier si c'est un utilisateur inscrit ou connecté. Cela se fera grâce au token qui se retrouve déjà à la partie client, si bien sûr l'utilisateur est déjà connecté. Comme vous pouvez voir aux routes inscription, tout comme aux routes connexion. On envoie au client la page index avec l'objet utilisateur à laquelle on a assigné la propriété token. Bien. Maintenant, dans index.html, pour chaque élément court ici, que je serai en train d'afficher sur cette page, je serai en train de l'ajouter ici avec l'objet utilisateur. Je vais donc ajouter ici l'objet utilisateur. Ceci me permettra maintenant, dans cours item.html, de définir au route lecture vidéo les paramètres ou, disons, le query token. Comment? Par le signe point d'interrogation ici, puis token, qui est égal, comme valeur, ça sera dynamique. Je vais donc utiliser la syntaxe EJS pour assigner la valeur de cette propriété href ici. Ça sera cette chaîne de caractères que je serai en train de concaténer avec. Là, je vais définir une condition ternaire comme suit. Si utilisateur sera chargé, je serai en train de concaténer avec la valeur de la propriété utilisateur.token. Dans le cas contraire, ça sera avec juste une chaîne de caractères vide. Bien, je vais rentrer dans app.js, toujours à ce niveau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? On sera en train de récupérer les tokens par const token qui est égal à rec.query.token. Et là, if token, si le token est chargé, je serai maintenant ici en train de vérifier les tokens en appelant à l'objet JWT, la fonction verify. En premier paramètre, les tokens provenant de la partie client. En deuxième paramètre, la clé discrète qui se retrouve au niveau du serveur, à partir de quoi notre token a été créé. Je vais la récupérer par process.env, le nom c'est token qui. Et en troisième paramètre, une fonction callback avec un paramètre ici erreur, si une erreur se déclenche, ou soit que la vérification n'a pas marché. Et en deuxième paramètre, utilisateur, là, si tout marche bien. Maintenant, if erreur, s'il y a erreur, qu'est-ce qu'on sera en train de faire? Là, on retourne la page connexion. Return res.redirect. Et là, j'ai mis les routes connexion comme suit. Et ici, dans tout autre cas, on sera en train de passer au middleware suivant par la méthode next. Disons aussi si le token n'a pas été renseigné, on sera en train de retourner la page connexion. Toujours par return res.redirect. En paramètre, on passe les routes connexion. Maintenant, à ces routes qui s'exécutent avant que tous les autres routes ne s'exécutent, ici, comme on l'a fait avec Express Session, le but c'est de récupérer l'utilisateur afin de savoir dans les routes index ou lecture vidéo si un utilisateur est connecté ou pas. Ainsi donc, je vais enlever aussi ceci
et faire presque la même chose que j'ai faite tantôt en récupérant les tokens par const. Là, je vais déstructurer l'objet query par token comme suit égale rec.query. Maintenant, if token, si le token est chargé, je serai en train de vérifier le token toujours par jwt.verify. En premier paramètre, je passe les tokens, puis la clé de vérification process.env.token_key. Et en troisième paramètre, la fonction callback avec comme paramètre erreur et utilisateur. If not erreur, s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce qu'on sera en train de faire? Là, je vais assigner à l'objet utilisateur la propriété token qui est égale à token. Et maintenant, ici, l'objet utilisateur, qu'est-ce que je vais en faire? Je serai en train de l'assigner à l'objet res.locals.utilisateur, comme suit. Bien, dans tout autre cas, je serai en train de passer au middleware suivant par la méthode next. Comme vous pouvez le remarquer, cette valeur, je la récupère à chaque fois qu'on fait appel au route index pour récupérer l'utilisateur, mais aussi aux routes lecture vidéo. Pour se déconnecter alors, je vais faire simple. Nous allons faire en sorte que ici, toutes les requêtes qui seront envoyées au client après le déclenchement de ces routes, que les tokens ne soient plus définis. C'est-à-dire, comme on passe les tokens au niveau du query de l'IRL, nous devons chercher à trouver un moyen pour empêcher cela. Nous avons ici les pages index et lecture vidéo qui les récupèrent à l'objet utilisateur. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, lorsqu'on se déconnecte, nous allons définir à l'objet res.locals.utilisateur, nous allons définir la valeur undefined pour que les routes qui récupèrent cette valeur puissent rien trouver, à l'occurrence les tokens. Et là, nous serons en train d'envoyer la page index par res.random index, bien sûr avec un seul objet qui est l'objet court, sans cette fois-ci définir l'objet utilisateur. Bien, avant de tester l'application, dans hida.html, à ce niveau, normalement, lorsqu'on clique sur le lien accueil, l'application doit être capable de savoir si oui ou non l'utilisateur est connecté. Pour ce faire, nous devons passer les tokens en paramètres de cette URL. En fait, bon, je vais mettre ici les routes index et définir les paramètres par point d'interrogation token qui est égal. Au fait, ça sera dynamique. Je vais donc ajouter la balise EJS comme suit pour définir la valeur de l'attribut href. Et là-dedans, je serai en train de concaténer cette chaîne de caractères avec la valeur qui sera en train de retourner cette condition ternaire. Si l'utilisateur est chargé, on récupère les tokens à partir de l'utilisateur comme suit. Si ce n'est pas le cas, on met juste une chaîne de caractères vide. Bien. Maintenant, dans app.js, je vais définir ici les routes pour accéder à la page index.html à index. Bien. Je pense que c'est tout. On peut maintenant tester notre application. Je vais d'abord l'exécuter par node mon app. Puis, dans le navigateur, aux routes index, ça marche. J'ai la page index. Je vais cliquer ici pour suivre les cours. C'est vraiment impossible. Tout simplement parce que je ne suis pas encore connecté. Et là, l'application me dirige directement vers la page de connexion. Je vais me connecter avec l'utilisateur Louis Moussolé comme suit. Ok, ça marche. Lorsque je clique cette fois-ci ici pour suivre les cours, et oui, on a cette fois-ci accès aux cours. Ici, vous pouvez voir que l'utilisateur Louis Moussolé est connecté. Lorsque je clique sur déconnexion, je suis déconnecté.
Je vais cliquer sur « Inscrivez-vous ». Dans ce nouveau formulaire, je vais saisir le nom à Tacite, adresse mail à tacite@drcmind.com, puis le mot de passe. Je vais ensuite valider. Je suis dirigé vers la page Index. Là, c'est l'utilisateur Tacite qui est connecté. Étant connecté, il a maintenant accès aux ressources de l'application. Ici, suivre les cours. C'est tout pour cette partie très chère dev. Nous avons réussi à mettre en place un système d'authentification basé sur les tokens grâce à la technologie JSON Web Token. Et c'est par là que nous allons mettre un terme à ces cours très chers dev. En récapitulatif de ces cours, nous avons vu qu'est-ce que l'authentification. Nous l'avons comparé à l'autorisation. Nous avons vu le contexte du web qui tourne tout autour du protocole HTTP qui présente une architecture stateless, sans état, laquelle architecture ne permet pas aux applications web d'identifier si telle requête HTTP se réfère à telle autre requête HTTP. Pour pallier à cela, nous avons exploité des solutions pour permettre aux applications web de bien sauvegarder la session afin de se rappeler des utilisateurs ayant accédé au système. Question de leur donner l'autorisation aux ressources de l'application. Ainsi donc, nous avons mis sur pied un système d'authentification basé sur la session avec le module Express Session, lequel système permet de sauvegarder la session au niveau du serveur. En plus de ça, nous avons encore mis en place un système d'authentification basé sur les tokens avec la technologie JSON Web Token qui, à la différence avec les premiers, permet de stocker la session au niveau du client qui est le navigateur. Nous espérons que ce cours vous a apporté un plus sur votre apprentissage. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, partagez la vidéo et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une préoccupation. Du reste, portez-vous bien, à la prochaine. Bye.